Oui, bonjour. Je m'appelle Solène. Je suis doctorante au CHUV, Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne. Et puis, je suis en deuxième année de thèse. Je suis socio-anthropologue sur le sujet que je vais présenter aujourd'hui. C'est à moi qu'incombe la lourde tâche de faire la présentation post-repas. Donc, j'essaierai de faire quelque chose un peu dynamique, mais voilà, enfin bref. Je vous présente donc aujourd'hui le cœur de ma thèse qui est dirigé dans un projet qu'on mène donc en Suisse, un projet national. Et puis en quelques lignes, il a trois objectifs, il a trois grands défis. C'est de pouvoir récolter l'expérience de la personne qui formule le souhait de faire recours à un suicide assisté, identifier les motivations dans ce souhait-là, et puis essayer d'évaluer, d'investiguer le rôle de la famille dans cette décision. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats préliminaires, parce que ça fait 1 année et demie qu'on a commencé l'étude, et puis l'avancée dans notre recrutement, dans nos réflexions, quoi. Avant tout, un petit point de contexte avec ce que j'ai appelé les 4 piliers, pour mettre un peu de contexte sur comment est-ce que ça se passe en Suisse, parce qu'on est le seul pays à appeler ça le suicide assisté. Il y a plusieurs noms, aide médicale à mourir, assisted dying en Angleterre, etc., dans le monde anglophone. Mais chez nous, on parle de suicide assisté et il a 4 grands piliers. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de loi fédérale, ça veut dire pas de loi nationale qui encadre la pratique. La seule loi qu'il y a, elle condamne l'assistance au suicide pour mobile égoïste. Et puis, sinon, il y a 4 lois cantonales qui, elles, encadrent un peu l'autorisation au sein des institutions, notamment publiques. Le deuxième pilier, c'est qu'il existe des directives médico-éthiques qui ont été produites par l'Académie suisse des sciences médicales et qui stipulent que la personne elle doit prouver sa capacité de discernement, premier point, qu'elle souffre de manière intolérable, deuxième point, qu'elle formule le vœu de manière indépendante, de manière autonome, et qu'elle est capable de faire le dernier geste de manière autonome et indépendante également. Et puis finalement, elle régule la certification de la méthode létale, qui est aujourd'hui le pentobarbital, qui est utilisé, qui est utilisé soit par solution liquide, on le boit, ou bien par intraveineuse, on enlève une pincette. Le troisième point, c'est que l'accessibilité, elle est plutôt contexte dépendante. Ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les institutions qui le permettent au sein de leurs murs. Aujourd'hui, on compte que 2 hôpitaux, l'hôpital dans lequel j'ai la chance de travailler, au CHUV, et puis l'hôpital à Genève, qui permettent l'assistance au suicide d'arriver dans leurs murs. Il y a quelques EHPAD qui le permettent aussi, mais c'est majoritairement contexte dépendant. Donc il peut y avoir des règles et puis des guidelines qui sont tout à fait différentes dans l'ensemble de la Suisse pour pouvoir avoir accès au suicide assisté. Le 4e point, c'est que la contribution majeure, elle est faite par les associations pour le droit à mourir, qui, elles, aident à organiser globalement les documents, l'administration autour de ces demandes-là, qui obtiennent la prescription du pentobarbital, qui assurent le respect des règles, et puis qui finalement accompagnent la personne de A à Z depuis qu'elle formule la demande jusqu'au jour J, quoi. La particularité, c'est qu'en Suisse, on peut être membre de ces associations sans demander pour autant un suicide assisté. Puis ça, c'est un point important parce que peut-être que du coup, vous connaissez la Suisse pour la fondue, les vaches, le chocolat et les trains quand ils sont à l'heure, mais qu'aujourd'hui, ces associations, et notamment Exit, ça représente presque 200 000 membres et plus de 4 000 demandes actives par année. Le fun fact, c'est que si c'était un parti politique, ce serait le plus grand de Suisse, c'est celui avec le plus de membres. Maintenant, je vais vous présenter brièvement le projet dans lequel s'inscrit ma thèse. Donc, c'est un projet qui s'intitule Understanding Altruism at the End of Life, qui est fondé par le Fonds national suisse, et puis qui est mené dans toute la Suisse. Donc moi, si je représente aujourd'hui le CHUV, donc la partie romande de ce projet-là, j'ai une collègue, Léa, qui fait la même chose que moi à Zurich, et puis une collègue, Sophia, qui fait la même chose dans le canton du Tessin, région italophone. Donc c'est exactement le même projet mené de la même façon, mais qui est encadré majoritairement par l'idée par le CHUV, lancé en 2023. C'est un projet qui se construit comme des poupées russes. Donc, il y a beaucoup de sous-projets au sein de ce gros projet-là. Il a pour mission générale d'investiguer la considération pour le bien-être des familles au sein de tous les sous-projets,
dans les contextes de soins palliatifs, donc par les personnes qui sont prises en charge dans les soins palliatifs. Et puis au sein de ce gros projet-là, eh bien, il y en a 2 qui ont pour mission d'investiguer la considération pour la famille au sein des contextes de décision. Donc vous avez d'une part à gauche dans le petit cercle le PROSA, qui est l'équivalent des directives anticipées, et puis à droite, eh bien, le projet du suicide assisté, qui est lui-même l'idée par la chef de service du CHUV, la professeure Claudia Gamondi, et qui est donc une de mes co-directrices de thèse. Donc ce sous-projet-là, c'est un design qualitatif, inductif, avec une approche relativement inductive, qui aborde de manière exploratoire comment est-ce que les personnes qui font une demande de suicide assisté manifestent des éléments de considération pour leur famille au sein de ce choix. En gros, il pose la question suivante, est-ce que les considérations altruistes jouent un rôle dans la décision des individus de recourir au suicide assisté, et si oui, comment ? Avec deux objectifs plus précis, celui d'explorer dans la manière dont les personnes demandant un suicide assisté relatent des éléments de considération de manière assez large, assez ouverte, et puis comprendre si l'altruisme, parce que nous on entend ces considérations comme de l'altruisme, joue un rôle dans la motivation des patients à faire recours à cette décision-là. Puis on a un petit indice de plus au sein du sous-projet suicide assisté, c'est celui de chercher si le sentiment d'être un fardeau peut, pour la famille ou la société, peut donc jouer un rôle au sein de cette décision. Donc en très bref, on cherche à comprendre auprès des personnes qui formulent cette décision-là, un peu en sous-marin, ça veut dire en explorant un peu toutes les possibilités, est-ce que les personnes, elles font appel à de la considération pour leur famille au sein de cette décision. En termes de méthodologie maintenant, comment est-ce qu'on a fait pour trouver les personnes qui font cette demande de suicide assisté? Comment on a procédé pour récolter ces expériences? Mes collègues et moi, donc mes collègues à Zurich et au Tessin, on a rencontré les personnes et les proches pour un entretien semi-structuré d'environ 1 heure dans le lieu de leur choix. Donc on les a vus soit à l'hôpital, dans les chambres, ou bien chez eux. Je crois que c'est jamais arrivé qu'on les voit dans un lieu tiers, non, hôpital ou la maison. Et puis ces personnes-là, elles ont été identifiées par les équipes de soins palliatifs dans toute la Suisse, ou alors par l'association Exit qui nous a ensuite donné le contact, etc. Je vous ai affiché les critères d'inclusion pour les patients et les proches. Ils sont relativement light. On avait besoin de personnes qui formulaient la demande, qui étaient adultes et qui étaient capables de parler, de tenir une conversation. Un des critères que je n'ai pas affiché mais qui était important pour nous, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut être membre ou on peut formuler la demande activement de faire un suicide assisté. Donc on a plutôt été vers le deuxième cas. On s'intéressait moins aux membres puisque c'est ouvert à tout le monde. On s'intéressait plutôt aux personnes qui faisaient vraiment la demande auprès des associations. Les entretiens, ils ont été faits soit de manière individuelle, soit de manière collective. Au départ, on avait envie de faire des entretiens séparés entre les personnes qui formulent la demande et leur famille. Et puis finalement, en fait, challenge un peu du terrain, les personnes qu'on rencontrait qui faisaient la demande ne souhaitaient pas qu'on rencontre forcément leurs proches dans un deuxième temps. Donc il nous est arrivé de faire des entretiens collectifs entre les patients et les proches. Vous verrez que je vais vous en toucher un petit mot tout à l'heure. On a fait vœu de faire respecter ce choix. En bref. Ensuite, les entretiens, ils sont devenus des verbatim, et puis on est en train aujourd'hui de commencer l'analyse. On a bien avancé dans l'analyse thématique pour pouvoir trouver des codes, des éléments communs à l'ensemble de ces entretiens qui ont été menés donc dans les 3 langues, dans toute la Suisse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après 1 année de recrutement? Eh bien, on est plutôt content. Au total, on a eu l'occasion de rencontrer 23 personnes. On avait pour objectif de rencontrer 10 personnes dans la région suisse romande, 10 personnes dans la région suisse allemande et 10 au Tessin. On est aujourd'hui avec un total de 23 pour 46 personnes identifiées. Ça, c'est un chiffre qui me tenait à cœur parce que vous voyez qu'on a perdu pas mal de personnes, mais en fait, il n'y a que 3 personnes qui ont refusé de faire part aux entretiens. Au début, c'était un challenge pour nous de pouvoir inclure beaucoup de participants, puis on s'est rendu compte qu'en fait, parmi les personnes à qui on demande de faire un entretien, la quasi-totalité ont été tout à fait ouvertes à faire cet entretien. Donc c'est pour ça que je le mets toujours, parce qu'on en est très fiers. Les entretiens, ils ont duré plus ou moins entre
15 minutes et puis 1h45, et on l'a fait majoritairement au domicile de la personne et un peu moins à l'hôpital. Maintenant, passons aux résultats descriptifs des personnes qu'on a rencontrées. Donc, c'est un tableau assez indigeste. Je vais vous aider un petit peu à le lire, mais en bref, on a résumé les profils des 22 personnes qu'on a pu rencontrer avec l'âge, le sexe, le diagnostic présumé, parce qu'on n'avait pas accès au dossier médical, et puis les jours restants avant le suicide assisté au moment de notre rencontre. Ce qui est intéressant, et c'est ça que je voulais vous montrer, donc avec à gauche, les personnes qui n'ont pas encore prévu une date de suicide assisté, qui ont fait la demande mais qui ne sont pas encore tout à fait sûres de le faire, et puis à droite, en bas, la rencontre la plus proche de la date du suicide assisté. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, au niveau du diagnostic, on a pu rencontrer 2 personnes qui n'avaient pas de diagnostic présumé, avec rien de spécifique. Ça, c'est possible dans le contexte suisse. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un critère nécessaire pour faire une demande de suicide assisté. Et puis, une personne qui avait un diagnostic de dépression, également possible dans le cadre médico-légal en Suisse. Et puis, l'autre observation qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'est qu'on a rencontré quasiment autant de personnes qui n'ont pas encore de date de prévue ou qui n'ont pas encore pensé à une certaine date que de personnes qui avaient déjà organisé leur jour pour le suicide assisté. Et une personne, la numéro 10, qui a changé d'avis, qu'on a pu rencontrer après avoir fait la demande. L'autre fun fact de ce tableau, dont je me suis rendu compte en préparant cette présentation, en fait, c'est qu'on a quasiment que des hommes qui n'étaient pas sûrs de faire vraiment le suicide assisté ou qui n'avaient pas encore de date de prévu, et une seule femme. Donc effet d'échantillonnage ou bien réalité de la Suisse, quoi. On ne sait pas encore, mais voilà, je voulais partager avec vous ce petit fun fact sur ce tableau. Maintenant, comme je suis socio-anthropologue de formation, j'aime toujours bien faire une petite description de ce qu'on a pu observer, de comment est-ce on s'est adapté sur le terrain, comment est-ce que ça a été pour nous de rencontrer ces personnes, et puis comment est-ce qu'on a pu faire évoluer notre recherche. Donc je vais vous partager 2 cas, qui sont en fait des cas que j'ai rencontrés, et puis qui m'ont beaucoup marqué au tout début de l'enquête, pour plus diverses raisons que vous allez voir tout de suite. Mais donc la première, c'est Madame Vert, à gauche, que je rencontre donc au début de la recherche, il y a une année, à la maison, avec ses 2 fils. Et puis, ils prennent donc part à l'entretien, puis très rapidement, l'entretien, il m'échappe un petit peu, et puis il se passe un moment un peu étrange pour moi, il se passe un moment on se rend des comptes, quoi. Donc, entre elles, les personnes se rendent des comptes et profitent de l'entretien pour pouvoir discuter de leur opinion sur la décision. Donc, en fait, le premier fils se met à pleurer, il dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il aimerait qu'elle évite de faire un suicide assisté. Le deuxième fils lui dit « Mais enfin, t'es vraiment beaucoup trop sensible, arrête de pleurer, tu vois bien qu'on est en entretien, reprends-toi. » Et puis Madame Vert, au milieu de ça, elle se bat un peu entre ses fils, et puis elle leur dit « Mais de toute façon, c'est moi qui choisis, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous crier dessus, c'est mon entretien, c'est moi qui décide. » Et puis elle dit quelque chose au milieu de toute cette effusion qui m'a beaucoup marquée. Elle dit, donc le premier fils, celui qui pleure, dit « Mais enfin, c'est toi qui as pris cette décision, personne ne t'a forcé à faire, tu peux rester. » Il dit « Non, c'est pas ça que je veux dire, non, disons, déjà cette décision, je l'ai faite pour moi, et puis vous, vous avez qu'à accepter, vous. » Puis le fils dit « Oui, mais enfin, c'est dur, tu peux comprendre. Oui, je comprends, mais même si je te comprends, je ne veux pas dire que c'est pas le cas pour toi, mais c'est ma décision, c'est moi qui le fais. » Donc ici, au début de l'entretien, je voulais faire part de cet effet un peu surprise, dans le cadre d'une étude qui s'intéresse à la considération pour les familles. Moi, j'étais un peu surprise de tomber dans cette espèce de remise des comptes entre eux, et puis d'une femme qui vraisemblablement avait imposé sa décision aux autres. Donc, bon, un peu effet surprise. Et puis, je me suis dit, il faut voir d'autres perspectives. Comment est-ce qu'on peut évaluer cette considération pour la famille, peut-être dans d'autres sphères. Mais eh bien, je rencontre Monsieur Rouge à ce moment-là. Alors j'ai oublié de vous dire, Madame, je la rencontre 2 mois avant la date planifiée. Et Monsieur Rouge, qui est la deuxième personne que je rencontre, je le vois à l'hôpital 7 jours avant la demande du suicide assisté. Et puis là, c'est un contexte complètement différent. On est à l'hôpital, il est dans une phase assez aiguë, et puis le dialogue, il est très difficile.
Il y a peu de choses qui sont racontées. Monsieur, il est très fermé, n'a pas très envie de parler de sa discussion, de sa décision. Et puis quand il parle beaucoup de ses douleurs, de sa souffrance, etc. Donc, bon, moi, j'essaye d'un peu de l'inviter à parler de sa famille. Est-ce qu'il y a des choses qui comptent, etc. Puis il me dit non, moi, c'est ma décision. Pourquoi vous voulez savoir ça? Enfin, voilà, il questionne un peu ma démarche, quoi. Mais quand même, à un moment, il me dit... De toute façon, vu que je suis à un stade assez incurable, et puis comme je suis tout seul, parce que je vis sans femme et sans enfant, je ne voulais pas devoir vivre en étant dépendant des autres, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai beaucoup vécu seul, donc j'ai beaucoup fait ma vie tout seul, c'est la même chose que je parte seul. Donc on a un petit indice quant à notre question de recherche, mais quand même, je me re-questionne un petit peu parce que à ce moment-là, on se dit que c'est peut-être difficile d'investiguer la considération pour la famille, le bien-être de la famille, dans le cas des personnes qui sont seules, qui vivent seules, qui n'ont pas de famille, en tout cas qui relatent qu'ils n'en ont pas. Donc, on ouvre un petit peu notre question de recherche. On se dit que ça émerge très peu naturellement, en tout cas au début de la recherche, ça émerge très peu naturellement, la considération pour les autres. Donc, on s'ouvre à chercher cet altruisme, cette considération dans d'autres sphères. Voilà, au-delà de la prise de décision, vraiment dans peut-être le vécu de manière générale. Pardon. On a adapté un petit peu notre position. Puis ce que je vous ai relaté là, en fait, ça ressort dans les résultats de l'ensemble de nos entretiens, parce que maintenant on est à la phase où on code l'ensemble des déterminants, des choses qu'on a pu voir, etc. Puis on voit que donc vous avez au milieu la colonne des fréquences, le nombre de fois qu'on a codé cela, et puis à droite, le nombre de cas concernés, pardon, c'est en vert, peut-être qu'on ne voit pas très bien, donc le nombre de cas qui ont évoqué des éléments qui sont à gauche. Donc en fait, on voit qu'en deuxième position, effectivement, qu'est-ce qui sort le plus? C'est que les personnes, elles ont tendance à attribuer la décision, la prise de décision, pour des raisons personnelles, voire des fois égocentriques. Donc c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'ensemble de nos entretiens, c'est que la première chose qui est dite, c'est que je fais la décision pour moi-même. Peut-être les proches, c'est important, mais la décision, c'est la mienne. Et puis quand même, à la ligne 9, on a un code qui revient très rapidement. C'est celui de reconnaître l'impact de la détérioration physique ou de la maladie sur les proches. Donc on a quand même des éléments d'altruisme qui peuvent nous faire penser à ça, qui viennent assez rapidement, au travers, par exemple, d'extraits, comme je vous l'ai mis ici, d'extraits d'entretien qui disent voilà, vous savez, quand quelqu'un est gravement malade, il n'est pas le seul qui est malade, c'est tout son entourage qui tombe malade, et je ne veux pas accabler mes chères connaissances, mon gendre et mon fils. Et puis ça concerne quand même 9 personnes, donc c'est quasiment la moitié de notre échantillonnage. Donc il y a vraisemblablement effectivement des choses qui semblent ressortir, et même si ça n'apparaît pas directement au sein des discours du moment de la prise de décision, quoi, qui s'exprime plutôt autour, comme l'extrait le montre, autour quand la personne parle de sa condition actuelle. Donc c'est là un petit peu qu'on avance dans notre analyse. Et puis aujourd'hui, donc je vous emmène dans mon atelier, on est au moment où on trie, on catégorise, on essaie de trouver des tendances, et puis on a pu créer pour le moment 7 thèmes préliminaires, donc c'est vraiment pas exhaustif, c'est un stade encore assez embryonnaire, mais on a pu identifier 7 thèmes pour le moment. Donc le premier s'appelle « Être une cause perdue », on pense à une cause médicale par exemple, on n'a plus de chances de pouvoir guérir, etc. Deuxième, ce sont les phénomènes discursifs. Là-dedans, il y a des choses comme les métaphores qui sont beaucoup revenues. Typiquement, je pense qu'on a souvent entendu parler de « je ne veux pas être un légume », etc. Donc là-dedans, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a l'intégration d'Exit dans la société, de l'association d'Exit avec le lien avec le système médical, le contact social, ce que j'ai appelé la philosophie de la sortie, reprendre les rênes du contrôle, et puis plus vite je suis dans la caisse, mieux c'est. Donc, je ne vais pas tous les présenter aujourd'hui, je vais en présenter 2 qui sont pour le moment mes préférés. Donc, le premier, c'est celui de la philosophie de la sortie. Ça, c'est une expression que j'ai reprise d'un entretien, et puis qui identifie, si vous voulez, la culture ou les croyances autour de la fin de vie des personnes qu'on a pu rencontrer. Et il y a des éléments comme
donc en dessous, vous avez les catégories. Donc il y a des éléments comme la mort n'est pas moralement acceptée pour les individus en bonne santé. On ne veut pas l'admettre que les individus en bonne santé puissent choisir leur mort. Ça, c'est quelque chose qui ressort dans ce thème-là. On a la réticence à devenir dépendant aux autres. Hein. Vous vous rappelez, c'est celui que je vous ai montré à la ligne 9. Reconnaître l'impact... non, c'est pas celui-là encore, pardon. Réticence à devenir dépendant aux autres dans la fin de vie. Vieillir et ses problématiques, comme par exemple perdre la mobilité du corps, ou bien devoir aller potentiellement dans un EHPAD, ça ressort beaucoup dans cette catégorie-là. La préparation d'une mort qui ne veut pas venir, on a tendance à s'engager dans une préparation, alors on attend comme ça, et puis on se met à faire des choses chez nous. Il appartient à l'individu de choisir sa fin, une sorte d'individualisation du choix, et puis vouloir expérimenter ou vivre la phase de fin de vie en pleine conscience. Ça veut dire avec toutes ses capacités cognitives, hein, naturellement. Et puis là, on a identifié des éléments relatifs à la considération ou bien à ce qu'on appelle, nous, l'altruisme. C'est ici, la réticence de devenir dépendant aux autres, avec la reconnaissance de l'impact de sa détérioration ou sa maladie sur les proches. La fameuse ligne 9, où il y avait 9 cas qui en ont parlé. Mais aussi la projection d'une future détérioration comme causant la souffrance des proches, par exemple, ou encore la mention de ne pas vouloir devenir un fardeau ou éviter le fardeau du caregiving dans le futur pour ces proches-là. Donc là, on a pu identifier vraiment des éléments qui nous font part de considération pour les autres, etc. Mais aussi, dans la préparation, lorsque les personnes relatent qu'elles commencent à mettre de l'ordre dans les affaires, spécifiquement pour décharger la famille. On pense aux questions d'héritage, etc., où il y a vraiment une considération qui est assez forte. Pour le moment, c'est ce qu'on déduit. Et puis le deuxième thème s'intitule « Plus vite je suis dans la caisse, mieux c'est ». Ça, c'est aussi quelqu'un qui me l'a partagé pendant un entretien. Et puis, je trouve qu'il est assez parlant parce que c'est vraiment l'idée de la détermination du choix, qui vient aussi avec une sorte de souffrance, hein, et puis que ça devient plus que le suicide assisté devient une solution à ce problème-là. Avec rapidement des éléments comme la résignation, beaucoup, l'expression de désillusion, de besoins non satisfaits, que le temps qui s'écoule, l'attente, elle devient problématique, elle devient aussi source de souffrance. Il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de discours autour d'une perte de sens à la vie, l'expression d'une grande fatigue, de l'épuisement, notamment du corps, et que la personne n'arrive plus à s'engager dans les relations sociales, et puis finalement un désir profond de mettre fin à ses jours, qui motive même faire recours à d'autres moyens, si le suicide assisté, ce n'est pas une option pour la personne. Et puis dans ce thème-là, on n'a pas tellement tendance à trouver des éléments de considération pour les autres. Hein. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. On a des personnes qui font part qu'elles n'arrivent plus à s'engager envers les autres, que c'est plus une priorité, que la priorité, ça devient le care pour soi, ça devient faire une décision qui est importante pour moi, et puis même que des fois, c'est voir se désintéresser des autres, surtout de ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision. Et dans ce cas-là, prendre part à une discussion, ça devient très difficile, comme le cas dont je vous ai parlé à l'hôpital. Très rapidement, une des pistes possibles d'interprétation aujourd'hui que nous, on est en train d'investiguer, c'est que quand on regarde qui, au sein de notre échantillon, fait appel ou bien se réfère au thème qu'on a créé, eh bien, on se rend compte que les personnes qui parlent le plus d'éléments relatifs au thème de la philosophie de la sortie, c'est plutôt des personnes qui n'ont pas encore décidé de leur date. Donc on se rappelle dans la philosophie de la sortie, notamment, beaucoup de considérations pour la famille, etc. Donc c'est plutôt des gens qui hésitent, voire qui n'ont pas encore décidé de le faire, qui n'ont pas encore décidé une date. Tandis que pour le thème numéro 2, plus vite je suis dans la caisse, mieux c'est, eh bien là, on a des éléments qui sont, des personnes, qui sont plutôt très proches de leur date de décès, et puis qui là parlent beaucoup plus de choses qu'on a vues dans le thème numéro 2. Donc en conclusion, pour le moment, pour répondre à notre question, est-ce qu'il y a des considérations altruistes qui jouent un rôle dans la décision ? On aimerait dire oui, mais pas par n'importe qui et pas à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il y a ce que moi j'aime bien appeler un peu un effet tunnel, comme ça.
les personnes qui sont assez loin de leur date ou qui ne sont pas encore sûres de faire un suicide assisté ont plus tendance à décrire des éléments d'altruisme ou de pensée pour la famille et le bien-être, etc. Tandis que les personnes qui sont plus proches de la date ont moins tendance à faire référence à des éléments d'altruisme ou de considération pour les autres lorsqu'elles parlent de leurs décisions. Et puis le deuxième point, c'est qu'il reste très difficile de comparer ou de tirer des tendances. Même si on cherche l'ensemble des déterminants, c'est difficile de trouver un déterminant commun à la prise de la décision au sein de ces itinéraires. Ils sont relativement et complètement différents. Et le troisième point que je n'ai pas noté ici, mais qui me semble aussi primordial, c'est que je pense que le fait de penser aux autres au sein d'un contexte suisse qui demande de valider tout le temps que la décision elle est faite pour nous-mêmes, parce que le mobile égoïste, il est puni par la loi, c'est aussi quelque chose qui a tendance à occulter un petit peu les dimensions pour les considérations de la famille au sein de cette discussion. Merci beaucoup de votre attention. Je vous laisse avec ma chèvre et les montagnes suisses, et je suis ouverte à toutes les questions. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions rapides. Ah. Je t'entends, mais ailleurs, je ne sais pas. Non. Si, c'est bon. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Mais j'ai une question, parce que donc, si j'ai bien compris la démarche, ce qu'on qualifie d'altruisme du coup dans ce projet, c'est par rapport à un sentiment qui serait plutôt d'être un fardeau. Et est-ce que c'est pas antithétique de poser la question de l'altruisme dans ce cas? Ouais, merci de cette question. Alors effectivement, je n'ai pas voulu passer trop de temps là-dessus parce que on pourrait faire toute une présentation là-dessus, mais on a, comme je l'ai décrit avant, les grands projets qui a pour vocation d'explorer les manifestations d'altruisme dans plein de sous-projets. Donc dans ce cadre-là, on est assez ouvert, on pense à l'altruisme comme les considérations pour les autres, et puis donc dans le sentiment de fardeau, c'est l'idée de se dire pour le bien-être de ma famille dans le futur, je pense à prendre cette décision pour pas que je devienne une charge. Donc c'était dans ce cadre-là. Maintenant, c'est un sous-fil de l'ensemble du projet. On a vraiment pour vocation de voir comment est-ce qu'on prend en considération le bien-être des autres de manière générale. Donc le sentiment de fardeau, c'était un indice, une clé pour nous aider à peut-être des fois les inviter à parler de ça au sein des entretiens, mais ce n'est pas l'unique objectif du projet, ni l'unique question qu'on leur pose durant ces entretiens. C'est aussi quelque chose qui a été beaucoup vu en recherche, dans les recherches précédentes, donc c'est aussi ça qu'on voulait valider un petit peu avec cette étude. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais, par rapport justement à cet aspect de l'altruisme, si vous êtes posé la question, si vous êtes basé sur les travaux de Durkheim, sur le suicide altruiste qu'il a défini, et dans ce cadre-là, est-ce que vous faites un certain parallèle entre le suicide et le suicide assisté, donc le suicide qui, de façon générale, on veut le prévenir, et là ici, donc, on est dans un cadre de suicide assisté. Donc, je sais que cette question-là, elle est très sensible sur les distinctions entre suicide et, par exemple, aide médicale à mourir, euthanasie, suicide assisté. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi dans ce cadre-ci? Oui, merci de cette question. Effectivement, donc, comme le veut la sociologie, c'est un travail qu'on ne peut pas occulter dans le cadre de ce genre de projet, mais comme pour le moment, notre défi, c'était surtout de pouvoir établir les tendances, les catégories de manière générale. On n'est pas encore venu au niveau de l'interprétation de ce que ça veut dire, mais c'est une direction vers laquelle on aimerait bien explorer, effectivement, parce qu'il y a définitivement des liens qu'on va pouvoir, je pense, faire, en tout cas, qui sont plus ou moins obligatoires. Mais c'est vrai que ce serait la deuxième étape de notre projet, et puis on n'y est pas encore.
merci de cette idée. On va prendre une dernière question, puis les autres, on les gardera pour la pause. J'aimerais vous féliciter. C'est vraiment très intéressant, votre étude. Puis moi, j'ai une question peut-être plus pour guider la recherche, parce que c'est un phénomène extrêmement touchant. On vous a entendu nous rapporter des histoires, justement. J'aimerais vous entendre au stade où vous en êtes. C'est quoi les ingrédients que vous diriez qui sont nécessaires comme chercheur quand on regarde un phénomène aussi touchant et humain là, qu'on est en train de constater par vos travaux? Merci de cette question. C'est une question que j'adore en tant qu'anthropologue, mais effectivement, il y a de toute façon quelque chose qui est très important et qui aide beaucoup dans cette démarche, c'est de mettre très au clair, très rapidement avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'on vient faire. D'abord, on ne vient pas juger la démarche. Ensuite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme je leur dis. Donc, c'est vraiment pour moi la préparation qui est faite en amont, qui est hyper importante, mais comme toute recherche. En revanche, ce qui est peut-être encore plus aidant dans le cadre de cette recherche dans ce contexte, c'est le lien avec les équipes, les cliniciens en soins palliatifs, qui est pour moi hyper obligatoire parce qu'on a la chance d'avoir les équipes, donc moi les personnes qui m'aident à recruter, qui me font un petit débrief avant que j'aille voir la personne, donc ils disent attention, là on est dans un cas de quelqu'un qui exprime beaucoup de souffrance, comme tu le verras ou pas, mais qui est plutôt instable ou pas, ou quelqu'un qui est très ouvert et puis ça va être facile. Donc il y a une discussion au préalable avec eux. Moi, je rapporte toujours après ce que j'ai vécu moi-même auprès d'eux. Et puis, on a aussi la chance d'avoir un psychologue qui nous encadre dans ce cadre de ce projet-là. Donc on a vraiment au CHUV, et je pense qu'on a beaucoup de chance, parce que je ne suis pas sûre que c'est le cas partout, mais beaucoup de supervision, beaucoup d'aide, beaucoup de préparation, et il n'y a que ça de vrai.